présente à vous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Lelio Pedrini, maire de la commune de Cornas-Châtelain. Nous sommes à la fois ravis et fiers de votre venue ici, dans cette salle Férolles-Belleval. Alors je pense qu'il n'y a pas que des Campinois dans la salle, je sais que ça vient un petit peu de partout, de toute cette fameuse région Nord-Pas-de-Calais, où le mot solidaire veut dire quelque chose. Et ce soir, effectivement, autour de ce mot de la solidarité, nous allons accueillir la première étape de ce Tour de France que Madame la Présidente va conduire dans les semaines, voire les mois à venir. Cette première conférence, donc, pour à la fois discuter, pour à la fois échanger avec tous les publics de France et de Navarre sur l'utilité et la nécessité, effectivement, de cette journée et de ces journées du Téléthon. Alors, je ne vais pas faire long, puisqu'effectivement, il y a plusieurs orateurs qui vont me suivre, mais simplement que nous sommes à la fois le conseil municipal et moi-même heureux, fiers et honorés de vous recevoir dans ce magnifique village de Cornas-Châtelain, où, pour la petite histoire, il fait toujours beau. Merci à vous, une belle soirée. Merci, monsieur le maire. Marc Dufresne, président du Lions Club d'Auchel, je suis aussi très fier et très honoré d'accueillir Madame la Présidente, Madame Laurence Thienou-Herman de l'AFM, et surtout vous. Parce que sans la force T, sans les personnes, le Téléthon aurait peut-être des difficultés. Et bravo à tous d'être nos partenaires. Le Lions Club a toujours été partenaire du Téléthon, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais derrière le 36-37, là on a les promesses de dons, c'est un lion ou un ami lion. Depuis toujours. On est partenaires de l'AFM depuis le début. Donc plus on est nombreux, plus on pourra faire plaisir au Téléthon. Et puis Camblain-Challenge organise aussi le 3 décembre, juste avant le 36-37, le Téléthon, l'ouverture du Téléthon, organise aussi un repas de charité ici dans cette salle. Venez aussi nombreux si vous pouvez. Participez aussi à toutes les manifestations dans un seul but, qu'on puisse ramener des fonds pour faire des prouesses supplémentaires. Merci madame d'être venue ce soir et je vous laisse la parole. On peut l'applaudir. Vraiment ravie. D'abord parce que ravie de venir dans cette commune où il fait toujours beau, disait monsieur le maire tout à l'heure. Où il est monsieur le maire? En effet, voilà, en venant de Paris tout à l'heure, on a traversé plein de rideaux de pluie, mais en arrivant ici, microclimat, génial. Je suis venue vous parler donc des prouesses réalisées avec ces 30 ans de Téléthon. Et puis, comme il y a une interro écrite à la fin, je suis sûre que vous allez tous vraiment très bien écouter. Mon discours va être émaillé de photos, de vidéos, pour vous rendre les choses le plus digeste possible, mais être aussi dans un rendu compte, c'est important de vous rendre compte. Alors le Téléthon, sans refaire toute l'histoire, puisque ce sont les 30 ans, vous ne savez peut-être pas, mais c'est une idée qui est née aux États-Unis et qui, à l'époque, avait été lancée par Jerry Lewis, dont vous avez dû apprendre il y a quelques semaines qu'il est décédé. Et Jerry Lewis était sur le plateau du tout premier Téléthon en France, c'était en 1987. Jerry Lewis. Jerry. Aidez-moi et aidez ces enfants. Merci beaucoup. C'était le premier Téléthon, cette idée qui avait été lancée par Jerry Lewis, parce que le tout premier Téléthon aux États-Unis datait de 1966. Et puis en France, une poignée de parents que vous allez reconnaître sur cette photo, évidemment. Bernard Barato, Pierre Birambeau, Michel Pignolet, voyez, un trio que vous connaissez bien, que vous avez bien connu pour les plus anciens, qui ont eu vraiment cette volonté d'importer le Téléthon en France en 1987. Quelques mois après le décès de mon fils, j'ai fait un voyage aux États-Unis. C'était en septembre 82. Et ce jour-là, quand je suis arrivé à New York, dans ma chambre d'hôtel, j'ai allumé ma télé. Et chose exceptionnelle, je suis tombé sur le Téléthon américain. On savait que ça existait, mais là, je le découvre. Et je dis, mais c'est... Mon Dieu, c'est ça qu'il faut qu'on puisse faire chez nous en France. Le plateau du tout premier Téléthon. Comme vous en avez vu des images avec Jerry Lewis. Ce plateau du premier Téléthon, pour ma part,
je ne l'ai pas ou très peu regardé. J'ai allumé mon téléviseur, mais je venais d'avoir le diagnostic de la myopathie de Duchenne de mon fils quelques mois auparavant. On m'avait dit myopathie, comme peut-être à certaines familles dans cette salle. Je m'étais dit, mais c'est quoi? J'étais une jeune maman, je ne savais pas du tout ce que ça pouvait être. Le neurologue m'avait dit, oh, il était un peu hésitant, il ne savait pas comment me répondre. Il sautait un peu d'un pied sur l'autre. Et puis, en rentrant de cette consultation, j'étais allée voir mes livres de médecine et ce que j'y avais lu, ce que j'y avais vu, évidemment, n'était pas du tout positif. Alors, quand quelques mois plus tard, on m'a dit c'est le premier téléthon, et c'est pour la myopathie ou les myopathies, j'ai allumé, et puis j'ai tout de suite éteint. Je me suis dit c'est pas possible, mon petit bonhomme, c'est pas ce qu'il a. Et donc cette rage de Bernard, cette rage de Pierre, comme je vous le disais, elle est toujours très très présente, et cette mort aux trousses, elle est toujours très présente dans notre association, même si mon fils, quelques semaines après que je sois élue présidente, il y a 14 ans, m'a quittée, orpheline de Charles-Henri, mais aujourd'hui il faut, au nom de mon fils, au nom de tous les enfants, continuer ce combat. Mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Aujourd'hui, tout simplement, une centaine d'enfants malades, atteints de déficit immunitaire pour lesquels il y avait aucune solution et qui ont été traités par thérapie génique et qui vont bien, à l'image du petit Seti que vous voyez sur cette affiche. Aujourd'hui aussi, des grandes avancées dans le domaine de la citoyenneté, et je vais vous en énumérer quelques-unes. Et voyez sur cette photo, ce n'est pas seulement des enfants qu'il faut évidemment intégrer, même si je n'aime pas le terme intégrer à l'école, mais maintenant, il y a même des jeunes qui ont fait des études supérieures et qui sont instituteurs et qui sont en situation de handicap. Des pas de géant dans le domaine de la citoyenneté. Et ces pas de géant, vous nous avez aidés à les accomplir et vous pouvez vraiment, vraiment en être fiers. Comme je vous le disais, je vais citer un certain nombre de succès, je vais aussi citer quelques prouesses qu'il nous reste à accomplir. Parce que si tout était un long fleuve tranquille, on n'aurait pas besoin de vous dire « il faut faire le prochain téléthon et il faut faire les prochains téléthons ». Avec nos 4 histoires de famille, des avancées, des prouesses collectives, mais aussi des prouesses encore à réaliser. En fait, pour moi, j'allais juste passer un examen et on m'a pris mon diagnostic. Ça y est, on connaît votre maladie. Enfin, je ne sais plus exactement comment elle l'a dit, mais c'était fou, quoi. À ce moment-là, on avait très peu de détails. Comme vous le voyez dans cette vidéo, Mathilde, c'est une des familles ambassadrices, un des porte-paroles. Et je pense que vous avez vu sur une des affiches, Mathilde, avec ce diagnostic qui soigne. C'est une histoire extraordinaire. En effet, des difficultés à la marche quand elle était jeune, le fauteuil roulant, manuel, fauteuil électrique. Et puis, lorsqu'elle arrive à l'âge de 20 ans, un peu plus, elle va faire ses études sur Paris. Et elle dit, bon, il faut que je retourne en consultation parce que, quand même, il y a très longtemps que je n'y suis pas allée et il faut que j'ai enfin un nom pour ma maladie. Et lorsqu'elle va à l'Institut de biologie, pour ne pas le citer, et j'y reviendrai, non seulement on met un nom sur sa maladie, mais en plus, on lui dit, mais pour cette pathologie, il y a un traitement maintenant. Elle prend un traitement, et donc Mathilde, comme vous le voyez, aujourd'hui, elle peut marcher pendant plusieurs centaines de mètres, même quelques kilomètres, puisque l'autre jour, quand je la voyais, elle me disait, c'est pas quelques centaines de mètres, mais maintenant, ce sont des kilomètres. Cette histoire, elle est le résultat, justement, de ces 30 années. C'est le laboratoire Généton. Si vous ne l'avez pas visité, je vous encourage à venir le visiter, même si maintenant, il n'est plus seulement sur la traque des gènes. Ça, c'était l'histoire un peu plus ancienne. Aujourd'hui, il est sur les thérapeutiques et j'y reviendrai. Ce laboratoire Généton, vous le savez toutes et tous, il a permis de mettre à la disposition de la communauté scientifique internationale les premières cartes du génome humain. Les Américains, lorsqu'ils ont voulu, il y a quelques années de cela, écrire l'histoire du génome humain, ils sont venus à Généton parce que les premières lignes, les premiers chapitres de cette histoire se sont écrits au sein du laboratoire Généton, avec cette notion de défi, évidemment, que portaient ces parents dont on parlait tout à l'heure, cette détermination, cette envie d'en découdre contre la maladie. Ce laboratoire, ces cartes du génome, ces balises sur l'autoroute du génome humain,
Ça nous a permis aujourd'hui d'identifier près de 3600 gènes. Alors vous me direz, c'est quoi ce pas de géant? C'est tout simplement le fait qu'en 87, au moment du premier Téléthon, on connaissait à peine une demi-douzaine de gènes à l'origine des maladies génétiques. À peine une demi-douzaine de gènes. C'était rien ou presque. Et aujourd'hui, grâce aux cartes du génome humain données à la communauté scientifique internationale, ces chercheurs dans le monde entier ont pu se repérer et identifier les gènes à l'origine des maladies génétiques. Alors, au sein de Généton, 200 chercheurs, et au sein de l'Institut de myologie, 260 chercheurs, médecins, ingénieurs, experts. C'est un lieu à l'Institut de myologie où on fait de la recherche. Sur les 260 experts, il y en a 140 qui sont complètement dédiés à la recherche. Sur le muscle dans tous ses états, que ce soit le muscle vieillissant, que ce soit le muscle malade, bien sûr, que ce soit le muscle entraîné, il y a évidemment des enseignements à tirer de l'un et de l'autre. Donc on y fait de la recherche, on y fait de l'enseignement à l'Institut de myologie. C'est important pour pérenniser la myologie qui est la science du muscle. Donc ça, c'est aussi une donnée importante. À l'Institut de myologie, on y soigne les patients, bien sûr, on évalue si les patients perdent un peu de force ou regagnent un peu de force, c'est aussi quelque chose d'important, et puis on diagnostique. C'est ce que l'on a fait avec Mathilde, avec la pose du diagnostic et le fait que la recherche clinique qui avait avancé a permis qu'on lui dise « eh bien, il y a un traitement que tu vas prendre et dont on a pu voir les effets tout à fait bénéfiques ». Apollo et sa famille, donc Apollo, là aussi, vous l'avez sur les affiches avec son papa. Apollo et l'urgence de guérir, il est concerné, Apollo, par une myopathie des ceintures, une gamma-sarcoglycanopathie. Yes, ça fait partie aussi des noms à retenir pour l'interro-écrite après. Et donc, je vous laisse regarder en image quelques secondes avec Apollo, son papa et sa maman. Je m'appelle Apollo. J'ai 10 ans et j'ai une maladie neuromusculaire assez rare. Pour Apollo, il faut gagner du temps sur le temps. Comme le dit son papa, un traitement qui au moins ralentirait, voire qui guérirait. Et s'il pouvait faire comme Mathilde, ce serait quelque chose d'exceptionnel. Mais sa pathologie n'est pas du tout la même. Et là, c'est un autre combat qui commence. Et puis, comme je vous parle des choses qui ont aussi avancé, donc les consultations pluridisciplinaires pour une meilleure prise en charge médicale. Et il y a très très peu de temps, c'était il y a 2 ans très exactement, on a créé à Paris un centre pédiatrique dédié aux essais cliniques. Oh, alors là, vous allez me dire, c'est quoi ce charabia? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans des myopathies, dans les maladies neuromusculaires, pour lesquelles j'en suis témoin, parce qu'en 87, quand j'ai posé la question de savoir, mais est-ce qu'il y a des traitements qui sont au moins testés, on m'a dit non, il n'y a rien, strictement rien. Aujourd'hui, dans les maladies neuromusculaires, dans les myopathies, il y a des essais cliniques. Et il fallait bien un lieu, notamment pédiatrique, où on pouvait accueillir ces jeunes patients pour justement tester des candidats médicaments, qui ne sont pas encore forcément des médicaments mis sur le marché, mais des candidats médicaments. D'entre vous qui nous accompagnez depuis un certain temps et qui avez visité le laboratoire Généton, vous avez forcément entendu parler de cette piste qui est la thérapie génique, dans laquelle on met beaucoup d'espoir. Cette thérapie génique, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle marche bien dans les déficits immunitaires, puisque je vous ai dit, les bébés bulles, succès de 99-2000, et je vous ai dit qu'aujourd'hui, il y avait combien d'enfants traités par thérapie génique et qui allaient bien? Alors non, 250 inclus dans les essais, mais des enfants traités par thérapie génique, une centaine, comme le petit SETI, une centaine d'enfants traités par thérapie génique et qui sont guéris. On a 15 ans de recul. Et ce défi-là, qui est le défi de la production, il est très très particulier. Pourquoi? De la production de thérapie génique. Pourquoi il est particulier? Parce que là, voici la taille d'un médicament classique. On va dire le Prozac ou voilà, une chimie traditionnelle, un médicament assez classique. Et si on veut produire un médicament de thérapie génique, voici la taille du médicament de thérapie génique. Vous voyez, on n'est absolument plus
dans les mêmes tailles. Mais au moins, c'est pour vous donner une image de ce qu'est d'abord la thérapie génique, de ce candidat médicament en thérapie génique qui déjà, lui tout seul, est très très compliqué à concevoir, parce que c'est le directeur général de Généton qui dit souvent il y a à peu près 6 prix Nobel qui se sont mis à réfléchir pour concevoir ces traitements de thérapie génique. Et non seulement c'est super complexe, et en plus il faut en produire énormément. Donc tout ce qui est industrialisation, c'est forcément un grand défi, et c'est la prouesse qu'on doit relever pour les années à venir. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune équipe dans le monde, même si les Américains, etc., sont aussi bien sûr sur ces champs-là, mais aujourd'hui, il n'y a aucune équipe qui n'a réussi le défi de l'industrialisation de la thérapie génique. Une autre histoire, la troisième à vous raconter, vous voyez, il y en a 4, alors ça va assez vite. La troisième à vous raconter à travers l'histoire d'Anaël, l'histoire de sa famille et l'innovation dans le domaine des maladies rares. Je m'appelle Anaël, j'ai 6 ans. J'ai du mal à voir. Aujourd'hui, l'impact de cette maladie sur Anaël n'est pas forcément visible, mais nous, en tant que parents, on a besoin des réponses. Elle fait bien d'espérer, très clairement, comme elle dit, on ne parlait pas ni de thérapie génique, ni de possible greffe de rétine, la recherche c'est notre espoir. Et dans ces pathologies, les maladies de la vision, que ce soit des maladies rares ou des maladies fréquentes, nos amis des Lions Club connaissent bien, puisque c'est aussi un des combats du Lions au niveau international, faire en sorte qu'on développe des stratégies thérapeutiques tout à fait innovantes de vaincre ces pathologies de la rétine et de la vision plus globalement. Et dans ce domaine aussi, comme dans les déficits immunitaires dont je parlais tout à l'heure, comme dans les maladies neuromusculaires dont j'ai parlé aussi, dans ce domaine des maladies de la vision, on a beaucoup avancé. Mais pas seulement dans les maladies de la vision. On a vraiment changé de monde dans les thérapies innovantes et dans les maladies rares, très globalement, depuis 30 ans, et ça, grâce au Téléthon. Vous venez peut-être d'avoir vu ce plateau du Téléthon 2015. Cette charmante dame, elle s'appelle Jacqueline. Et ce charmant monsieur, c'est un professeur, le professeur Ménaché. Professeur Ménaché qui a développé, avec évidemment des collaborateurs, une thérapie cellulaire, à partir de patchs de cellules souches embryonnaires, et qui a implanté ces cellules souches embryonnaires chez des patients qui avaient une insuffisance cardiaque. Et le résultat, assez exceptionnel, puisque Jacqueline était sur le plateau du Téléthon pour montrer qu'il y avait un résultat tout à fait encourageant aujourd'hui dans l'insuffisance cardiaque par thérapie cellulaire. Je citerai un autre exemple, la progéria. La progéria, je suis sûre que certains d'entre vous connaissent parce que vous avez peut-être vu dans une émission Téléthon, c'est une maladie du vieillissement prématuré. Vous savez, ces enfants qui, à l'âge de 7 ans, 8 ans, paraissent 80 et en général, l'espérance de vie ne va pas au-delà de 14 ans pour ces enfants. Cette maladie-là, la progéria du vieillissement prématuré, ça nous permet, et ça permet aux chercheurs, et on a une équipe de recherche qui est très en avance en France, qui est l'équipe de Nicolas Lévy, ça permet aux chercheurs de mieux comprendre les mécanismes du vieillissement en général. On peut comprendre si on voit ce vieillissement accéléré chez des jeunes qui vont jusqu'à l'âge de 14-15 ans, eh ben, dans un temps beaucoup plus court, on peut mieux comprendre tout ce qui va se passer dans le cadre du vieillissement en général. Et puis, autre chose, c'est que la progéria, c'est une maladie qui est due à une accumulation d'une protéine qu'ils n'arrivent pas à éliminer, qui s'appelle la progérine. Et qu'est-ce qu'ont constaté les chercheurs? C'est qu'il y a cette même accumulation de protéines chez les patients qui sont sous chimio et sous trithérapie. Ce qui veut dire que ces chercheurs, qui sont notamment situés à Marseille, qui sont actuellement en train de tester une molécule très innovante dans la progéria, en parallèle, une équipe qu'ils connaissent bien, qui est dans le laboratoire à côté, teste cette même molécule chez des patients qui sont sous trithérapie et sous chimiothérapie. Donc vous voyez, de vraies passerelles entre maladies rares et maladies fréquentes.
il y a 3 enfants en France atteints de progeria. Donc vous voyez, c'est ultra rare. Les myopathies, il y a quelques centaines, quelques milliers par myopathie de patients. La mucoviscidose fait partie des maladies les plus fréquentes dans les maladies rares. L'épidermolyse bulleuse, j'en parlais tout à l'heure, je ne sais plus avec qui, les maladies rares de la vision, etc. Donc à chaque fois, il y a quelques centaines, quelques milliers de patients. Mais si on additionne tous les patients concernés par ces 6 à 8 000 maladies, ça fait 3 millions de personnes, c'est-à-dire énormément de monde, et 30 millions au niveau européen. On a rassemblé en 2000-2001 à l'hôpital Broussais à Paris la plateforme maladies rares. Et sur cette plateforme maladies rares, il y a tous ces acteurs. L'Alliance, donc l'Alliance qui regroupe plus de 200 associations de maladies rares différentes. Ça veut dire à elle toute seule 2000 maladies au sein de l'Alliance qui sont rassemblées. Et donc l'Alliance, nous en sommes le financeur majoritaire grâce aux moyens du Téléthon. Il y a Eurordis qui est son alter ego au niveau européen. Là, il y a presque 600 associations qui sont au sein d'Eurordis. Dimension européenne, la voix des malades au niveau européen. Il y a Orphanet qui est une base de données d'information médicale, scientifique. Je suis sûre que si vous êtes concerné ou si vous pianotez sur Orphanet ou Orphanews, vous avez des informations sur toutes les maladies rares. Maladies rares Info Service, c'est une téléphonie sociale. La Fondation Maladies rares également. C'est une organisation qui coordonne la recherche sur les maladies rares. Vous voyez, nous sommes de cette plateforme le financeur majoritaire et cette plateforme se trouve à l'hôpital Broussais à Paris. Le grand défi à venir, la prouesse, je dirais, c'est pas tant que ça une prouesse collective que je vous propose de relever sur le terrain. C'est un peu une prouesse que je me propose avec mes collaborateurs au siège de relever, c'est d'obtenir un 3e plan national maladies rares. Certains d'entre vous savent peut-être, si vous êtes très au fait de nos actualités, qu'on avait pu obtenir un 1er plan maladies rares en 2004, qu'on a pu obtenir un 2e plan maladies rares en 2011, et que là, on était en passe d'obtenir un 3e plan national maladies rares pour demander à l'État d'apporter des moyens et que les maladies rares ne dépendent pas seulement de la générosité publique. On était en passe d'obtenir ce que l'on souhaitait, et puis changement de gouvernement, et paf, il faut tout recommencer, il faut monter au créneau pour dire, et voilà, il faut des moyens et des moyens supplémentaires. Il y a bien sûr le Téléthon, mais il ne suffit pas. Et il faut qu'il y ait des moyens publics, il faut qu'il y ait des mesures incitatives pour qu'un maximum d'acteurs, bien sûr, s'intéressent à nos maladies rares qui sont un véritable enjeu de santé publique et qui sont, à elles seules, nos maladies rares, un vrai laboratoire d'innovation thérapeutique pour les problématiques bien plus fréquentes. La petite Lou, donc Lou qui est concernée par une amyotrophie spinale infantile. Et donc, je vous laisse regarder quelques images de Lou et de ses parents. Je m'appelle Lou et j'ai 4 ans. J'ai un corset pour ma main, pour bien me tenir. Chaque événement en particulier dans la vie de Lou est quand même une victoire. Enfin, chaque chose, avant d'être une victoire, c'est quand même toujours un combat en fait, au quotidien, parce qu'au niveau administratif, tout ce qu'on doit faire et mettre en place pour que quelque chose se fasse et que notre enfant puisse vivre comme les autres, en fait, le plus normalement possible, on va dire, comme les autres enfants, c'est quand même un combat au quotidien, parce que c'est quand même très lourd à gérer, il y a beaucoup de choses à prévoir, mettre en place, les délais qui sont parfois longs. C'est vrai qu'au travers de l'histoire de Lou, on peut raconter les victoires en matière de citoyenneté. Alors tout n'est pas gagné, il y a des familles concernées dans la salle qui pourront me dire peut-être à la fin bah oui, mais là c'est compliqué pour obtenir telle chose ou c'est compliqué pour obtenir telle autre. On le sait, c'est absolument pas gagné, mais pour autant on a quand même fait quelques pas de géant. Si on se remémore 30 ans auparavant, je pense que là aussi, que ce soit dans le domaine des maladies rares, que ce soit dans le domaine de la recherche, le monde a changé, mais dans le domaine aussi de la citoyenneté. D'abord, le droit à la scolarité. Très clairement, ça fait partie de ces droits pour lesquels, aujourd'hui, ce n'est pas un long fleuve tranquille et dans toutes les régions, j'en suis sûre, il y a des histoires de scolarité difficiles, mais on a vraiment fait des pas de géant. Et pour cela, on a des acteurs majeurs
au sein de notre association, qui sont nos services régionaux. Nos services régionaux, ils existent depuis 1988, au lendemain du tout premier Téléthon. Aujourd'hui, on a près de 170 professionnels de l'accompagnement qui sont au sein de l'AFM Téléthon, donc qui dépendent financièrement complètement des fonds du Téléthon. Quand je parle des prouesses à accomplir, là aussi, c'est pour que les familles soient accompagnées. Et pour les accompagner, il faut qu'il y ait des référents parcours de santé, comme nous en avons au sein de nos services régionaux. Et il faut savoir que ces services régionaux, nos services régionaux, ont accompagné près de 8000 familles rien que sur l'année 2016. Ils existent depuis 1988. Ils sont l'interface, on va dire, entre les malades, la famille et tous les professionnels auxquels la famille va être confrontée, évidemment dans tout un tas de domaines, à l'issue des consultations, trouver la bonne consultation, trouver le bon kiné, qu'est-ce que je dois refaire comme démarche pour évidemment aller vers la MDPH, bref, toutes les complications, tout ce parcours d'obstacles que connaissent nos familles, nos services régionaux sont là pour y répondre et essayer autant que faire se peut de trouver des solutions. Et dans la salle, nous avons Ingrid Mars avec 2 de ses collaboratrices qui sont présentes, Ingrid étant la directrice du service régional des Hauts-de-France, puisque votre grande et belle région s'appelle les Hauts-de-France. Alors, ce que nos services régionaux font aussi dans cet accompagnement, c'est tout mettre en œuvre pour que se réalise le projet de vie de la famille et de la personne concernée. Projet de vie, c'est un mot fort, important aussi, qu'on a souhaité, autant que faire se peut, faire inscrire dans une loi, dans la loi pour la citoyenneté et pour la participation sociale des personnes en situation de handicap, la loi de 2005, qui a vraiment permis une grande évolution des choses et cette reconnaissance du projet de vie, que la personne concernée, si elle souhaite vivre à domicile, elle puisse avoir les moyens de vivre à domicile. Si c'est en établissement, et bien que les choses puissent se passer. Si elle veut avoir accès aux études supérieures, parce qu'après la scolarité, le combat pour la scolarité, que ce soit en petite section, que ce soit au collège, au lycée, il y a ensuite les écoles, les études supérieures. Et quand on parle évidemment d'années d'espérance de vie gagnée, il faut aussi pouvoir avoir accès aux études supérieures, accès à l'emploi, c'est extrêmement important, accès à l'autonomie, une vie autonome, si c'est le choix bien sûr de la personne, et avec ce qu'on a pu aussi obtenir dans ce projet de loi et surtout dans cette loi de 2005, c'est la reconnaissance du droit à compensation. C'est faire en sorte qu'il y ait une prise en charge complète des surcoûts liés au handicap, que ce soit les besoins en aide technique, que ce soit les besoins en aide humaine, que ce soit évidemment un accompagnement par le plus joli animal, comme on peut le voir là, et on sait aussi que Handi Chien est soutenu par le Lions Club, comme l'AFM Téléthon soutient Handi Chien, évidemment, pour qu'il puisse y avoir de l'accompagnement pour les personnes concernées. Ce qu'on a souhaité aussi dans la loi 2005 dont je parlais tout à l'heure, reconnaissance du projet de vie, droit à compensation, mais aussi accès au répit, droit au répit. Le répit, et ce droit au répit est reconnu dans cette loi de 2005. Là aussi, on a fait en sorte, avec d'autres organisations, bien sûr, que ça puisse être pris en compte. Pourquoi? Parce que si, c'est fort bien, les malades vivent plus longtemps, il peut y avoir une fatigabilité importante des aidants, parfois un burn-out, un besoin de souffler, un besoin de répit. Donc, la loi de 2005 reconnaît ce droit au répit. Il n'y avait pas de structure de répit. Il n'y avait pas de village répit. Et donc, nous avons créé à ce jour 2 villages répit famille. Un qui se trouve à côté d'Angers, à Saint-Georges-sur-Loire, qui est adossé à une maison d'accueil spécialisée que nous avons en gestion, à l'AFM Téléthon. Et puis un autre village répit famille qui se trouve à Saint-Lupicin, dans le Jura, avec 18 possibilités d'hébergement pour que des personnes viennent souffler, et surtout les aidants, pour qu'ils puissent venir souffler et que la personne aidée soit dans un environnement médical parfaitement sécurisé, ce qui se passe évidemment à Saint-Georges-sur-Loire ou ce qui se passe aussi à Saint-Lupicin dans le Jura. Mais les essais chez l'homme, les thérapies innovantes, c'est aussi un premier médicament qui est en train d'arriver sur le marché dans sa pathologie. Ce premier médicament,
Ce n'est pas la FM Téléthon et ce n'est pas l'argent du Téléthon qui a permis de le développer. C'est une entreprise pharmaceutique qui a permis de développer ce médicament. Mais pour autant, donc c'est le Spinraza, dont certains d'entre vous et certains concernés par une amyotrophie spinale ont peut-être entendu parler. Mais ce premier médicament, il n'aurait pas pu être découvert et développé si on n'avait pas découvert le gène à l'origine de l'amyotrophie spinale. Et ce gène à l'origine de l'amyotrophie spinale, ce sont des équipes françaises, notamment Judith Melki et le professeur Arnold Munich, que certains d'entre vous ont sans doute vu au moment du Téléthon. Ce sont eux qui sont à l'origine de la découverte du gène responsable de l'amyotrophie spinale, qui aujourd'hui permet d'espérer, dans les prochains mois ou les toutes prochaines années, un premier médicament qui sera mis sur le marché pour traiter et essayer autant que faire se peut de stabiliser, parce que c'est au moins cela qu'on attend des premiers traitements, stabiliser l'amyotrophie spinale. On espère en effet qu'il y aura une autorisation incessamment sous peu et on espère qu'il y aura une multiplication de ces beaux succès thérapeutiques avec des médicaments, et pas seulement des candidats médicaments, mais des médicaments qui pourraient être mis sur le marché, là aussi à un prix juste et maîtrisé, puisque vous avez, vous qui nous accompagnez, entendu parler aussi de ces revendications de notre association, pour faire en sorte que le prix ne soit jamais un frein pour que les patients puissent avoir accès au traitement et que ce soit à chaque fois des prix justes et maîtrisés. Quand je dis hier, c'est grâce à vous, c'est au travers de tout ce que vous mettez en place sur le terrain. Alors je sais que vous avez des idées toutes plus folles les unes que les autres, que ce soit des idées sportives, alors j'ai mis là quelques grandes prouesses, un record battu de 36 037 paniers avec de basket, je ne sais pas s'il y a des fans évidemment. Les prouesses dans lesquelles on n'est pas mauvais en France, c'est les prouesses culinaires. Hein. Tout ce qui a trait à, vous voyez ici par exemple à Nevers, près de 306 mètres de longe de porc, donc de rôti de porc, là c'est clair que ça y va, c'est pas mal. Et là, une prouesse, un défi qui est lancé, qui est de tricoter 79 km de long pour des écharpes qui doivent faire se rejoindre 2 communes en Corrèze, donc Bénat et Mémac. Je crois qu'il y en aura une d'ailleurs qui sera ville ambassadrice pour le prochain Téléthon. Donc vous voyez des tas de prouesses, des tas de succès collectifs, parce que c'est ça, ce sont des prouesses collectives sur le terrain. 20 000 manifestations sur le terrain, donc je sais que vous n'êtes pas à votre première manifestation, et avec un esprit de fête, et le fait qu'on fait vraiment bouger la France entière, c'est ça, c'est cet esprit de fête collective, très clairement, au moment du Téléthon. Et puis, s'il y a la fête sur le terrain, s'il y a la fête dans les villes ambassadrices, donc il y a 4 villes ambassadrices qui sont aujourd'hui identifiées pour le prochain Téléthon, il y a aussi la fête, autant que faire se peut, sur le plateau principal, dans l'émission. Alors il faut savoir que cette année, le plateau principal sera au pavillon Baltard. L'année dernière, c'était à l'hippodrome de Longchamp. Et je vous laisse regarder quelques images du dernier Téléthon, parce que comme vous êtes sur le terrain, je pense que vous ne voyez pas grand-chose de l'émission. On continue le combat parce que aujourd'hui, on est vraiment aux portes des traitements. On a envie un peu d'être soulagé et de pouvoir vivre une vie normale. J'ai Mathieu qui est formidable, qui nous donne une leçon de vie. Il nous fait avancer, il vous fait avancer aussi. Prenez exemple, ne lâchez rien, c'est son discours depuis le début. On compte sur vous et merci. Et on vous aime très fort et Mathieu, je t'aime. Qu'un soir, il y ait un coup de fil et que ce coup de fil, ce soit un essai dans lequel l'enfant peut rentrer. C'est ça notre combat, juste le combat des parents. Ça fait 15 ans qu'on attend un diagnostic, 15 ans que les premiers symptômes se manifestent. Et là, c'est la révélation. Donc je reçois un coup de téléphone de mon médecin. On a un nom, on a enfin un nom sur ta maladie. Et en plus, on a des hypothèses de traitement. Voilà, c'était quelques images que je voulais partager avec vous du précédent Téléthon, du tout dernier Téléthon. Et vous avez vu au cours de ma présentation les images des 4 familles ambassadrices avec leurs 4 histoires. Ce que je voudrais aussi vous dire, c'est qu'on parle souvent des 4 familles ambassadrices, mais il ne faut pas oublier qu'il y a à chaque fois plusieurs dizaines de familles qui viennent témoigner pendant les 30 heures du Téléthon. Rien qu'en 2016, 43 familles qui ont témoigné.
Et puis le Téléthon, c'est vous sur le terrain, c'est la télé, c'est l'émission, ce sont les familles, mais c'est aussi un parrain ou une marraine. Cette marraine, elle s'appelle... Bien, là aussi vous avez suivi, c'est Zazie qui était déjà venue nous voir à plusieurs reprises sur le plateau du Téléthon. Juste quelques images. Est-ce que les gens naissent égaux en toi, à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareils ou pas? Franchement, c'est des leçons de maturité, de courage, de joie aussi. Voilà, j'ai envie de dire que c'est ça que j'aime bien aussi dans le Téléthon, c'est qu'il y a aussi un message, outre l'espoir et les sous, il y a un message de vie, de joie, de bonne humeur. On fait faites-le et donnez-nous des sous dans le dos. Voilà Zazie, que j'ai eu l'occasion de rencontrer l'autre jour. Alors tous les ans, je blague en disant qu'en général, c'était un parrain depuis ces dernières années. Il s'avère que cette année, c'est une marraine, voilà. Et donc, vraiment charmante. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, elle passait une journée entière avec les équipes pour filmer le clip vidéo qui sera un clip cinéma, un clip télé. Elle a été charmante, se prêtant de bonne grâce à refaire des prises de vue et tout, ce qui est jamais très très simple, mais vraiment très engagée. Quand on lui a proposé, elle a dit oui tout de suite. Donc c'est vraiment quelque chose d'important d'avoir une marraine qui soit engagée, déterminée à nos côtés, avec la même détermination que nos familles, comme vous avez pu aussi le constater, pour que tous ensemble, on puisse incarner cette formidable aventure humaine. Et en mot de la fin, je voudrais donner ce mot de la fin à ce petit bonhomme, Apollo, que vous avez vu au travers de nos 4 familles, qui porte une parole assez extraordinaire, juste quelques secondes de ce qu'il est capable de dire du haut de ses 11 ans. Je veux encourager tout le monde, donner espoir quand un jour on trouve un remède à la maladie de quelqu'un. J'imagine qu'il y a tellement d'enfants sur Terre, et pas que des enfants, de personnes malades sur Terre qui rêveraient qu'on trouve un médicament pour eux. Donc je m'engage, je fais la guerre avec eux pour trouver un médicament contre la maladie de chacun. Je me vois comme un guerrier, mais plutôt comme quelqu'un qui... Pas un guerrier qui va au combat se battre, quelqu'un qui est un peu plus dans le combat mental. Voilà, Apollo dit « Je m'engage ». Vous êtes engagés à nos côtés. Merci de continuer le combat à nos côtés. Vous voyez, on a fait des pas de géants, on a des premiers succès, on a des milliers de malades qui ont un diagnostic. On en a qui attendent encore, que ce soit le diagnostic ou ce soit les traitements, avec ces premiers succès. On vous remercie de nous accompagner pour faire en sorte qu'ils soient multipliés par 10, que dis-je, par 100. Merci pour hier et merci pour demain. Et surtout, en route pour le prochain Téléthon. Merci de votre attention.